Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité et dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un responsable de parti politique qui fait l'actualité en ce moment, membre du secrétariat exécutif permanent de l'ADF RDA. Il est chargé des questions électorales. C'est Seydou Ouedraogo que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir, chers frères. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien. Comme je l'ai dit, votre parti fait actuellement la une de l'actualité avec cette sortie sur la question sécuritaire. Vous faites une série de propositions dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. Commençons déjà par dire que vous dites qu'il est temps donc, de ne plus se contenter de discours guerriers ou de vœux pieux, mais de passer à l'action. Est-ce que c'est l'impression que vous avez vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme par rapport à la gouvernance actuellement? Avant tout propos, je tiens au nom du président de l'ADF RDA et de l'ensemble des militants présenter nos condoléances aux forces de défense et de sécurité dont des frères d'armes sont tombés, les armes à la main pour la défense de la patrie. Nous présentons aussi nos condoléances à l'ensemble des familles qui ont eu un frère, une sœur décédés pendant cette guerre que nous vivons pratiquement le jour au jour. Effectivement, depuis quelques années, nous constatons que notre pays est devenu la cible des terroristes. Nous assistons pratiquement chaque année, pratiquement chaque jour, à l'escalade de la violence. Chaque semaine, pratiquement, nos forces et de défense, de sécurité, certains tombent, comme je l'avais dit, les armes à la main. Des autorités coutumières et religieuses sont enlevées puis assassinées. Des fonctionnaires, de simples citoyens sont arrachés à leurs familles. L'ADF RDA, comme vous le savez, ne pouvait pas rester imperturbable, flegmatique face à tout ce qui se passe. Raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de propositions. Parce que quand vous voyez d'abord les conséquences, chaque agression terroriste crée un climat de terreur et de psychose. Aujourd'hui, il faut le dire, on a une baisse des activités touristiques et économiques, la destruction d'infrastructures. Donc l'ADF RDA, effectivement, a fait un certain nombre de propositions. Et pour vous, justement, commençons, allons pas à pas. Déjà, vous parlez d'indemnité spéciale terrorisme, Oui. substantielle. Oui. En fait, cette indemnité, prenons par exemple l'exemple de ça sera comme l'exemple de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a une période de session, quand ils sont en activité, on leur donne quelque chose pratiquement chaque jour. Donc nous proposons cette indemnité-là pour encourager nos forces de défense et de sécurité qui chaque jour se battent au prix de leur vie. Et cette indemnité sera déterminée juste simplement pour les encourager. Donc c'est une indemnité spécifique terroriste que nous demandons à l'État. Vous, ce qui est servi actuellement n'est pas substantiel, ne permet pas de motiver davantage? Non, ça ne permet pas. Raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait d'abord un débat sur la question, qu'on puisse échanger avec les forces de défense et de sécurité, y compris les partis et formations politiques, pour trouver quelque chose pour essayer de les encourager. Parce que pour vous, la motivation, elle est importante des troupes sur le terrain, financière. Elle est plus qu'importante. Elle est plus qu'importante parce que vous avez vu récemment, il y a des blessés qui ont des difficultés pour aller se faire soigner à l'extérieur. S'il y avait cette somme-là, s'ils avaient assez de moyens, je pense qu'ils pouvaient même aller en attendant l'intervention de l'État. On ne peut pas se battre pour une nation et être dans la pauvreté. Comme par exemple quand ils vont en mission au Darfour ou au Mali, effectivement. Ah non, je ne demande pas qu'on puisse servir ce que les Nations Unies donnent à ceux qui partent. Le Burkina est d'abord un pays pauvre, mais on peut s'entendre au moins sur le minimum pour les permettre de supporter, pour les permettre de vivre dans la dignité, pour les permettre de nous défendre dans la sûreté, en fait.
C'est vrai que vous parlez tout à l'heure de la prise en charge des blessés. Effectivement, ça fait polémique également, les évacuations de nos soldats quand ils sont blessés. Mais à ce niveau également, on se demande comment on en arrive là, dans un contexte où effectivement on sent que de plus en plus, il y a assez d'argent qui est investi, qui est consacré justement à la sécurité et à la défense. Je pense que c'est une question à poser au chef d'État. C'est ce que nous ne comprenons pas. Raison pour laquelle, même pendant notre marche meeting, nous avons demandé à tous nos militants de contribuer aux partis politiques, de mettre leur main dans la poche pour qu'on vienne en aide aux forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne comprenons pas. Le budget aussi de l'État a été conséquemment augmenté pour ce qui est de la sécurité et de la défense. Il faut qu'on pose la question peut-être au chef de l'État, aux responsables des forces de défense et de sécurité, pour qu'on sache effectivement où sont rentrés ces fonds. C'est vrai qu'on a vu cette sortie cette semaine aussi de Luc Maris Ebriga, contrôleur général d'État, au niveau de l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, qui effectivement estime que le fait qu'il n'y a pas cette possibilité de contrôle de ce que l'on met financièrement parlant au niveau des forces de défense et de sécurité, ça pose un problème justement. Oui, je pense qu'il faut la transparence à tous les niveaux. Parce qu'on ne peut pas engager des jeunes qui ont pratiquement 18 ans, 20 ans dans des batailles et ne pas avoir les moyens pour les soigner quand ils sont blessés. C'est immoral et c'est antisocial. Raison pour laquelle, quand on a parlé de référendum cette année, nous étions les premiers à demander au chef d'État, de l'État, de surseoir à l'organisation de ce référendum-là et d'utiliser ces milliards pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité. Parce que pour nous, c'est incompréhensible. Ce sont des jeunes, ils n'ont pas demandé que les terroristes viennent au Burkina. Donc, je pense qu'il faut les soutenir, c'est le minimum. Et vous parlez aussi de bonification de grades, de 2 grades notamment, à titre posthume, justement. Oui, nous pensons que c'est important parce que si un enfant tombe, par exemple, un militaire tombe sur le champ de bataille, il est important de trouver, de trouver des astuces pour permettre aux enfants de vivre dans la dignité. Vous dites justement que les droits et indemnités qui doivent être reversés aux familles doivent être calculés sur la base justement de ces grades à titre posthume. Ah oui, effectivement, parce que nous pensons que si nous prenons par exemple quelqu'un un sergent qui tombe par exemple sur le chemin de bataille, à 2 grades, peut-être qu'on va arriver au grade de commandant, donc les indemnités seront servies et calculées à partir de son grade de commandant. Donc nous pensons tout ça, c'est pour motiver et encourager nos forces de défense et de sécurité qui se battent au prix de leur vie. Parce que c'est aussi des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des familles des femmes, et des enfants. Et qui, en partant au combat, souhaitent effectivement qu'au cas où ils tombent, que ces familles aussi soient assurées. Oui, et même pour les enfants, nous souhaitons que ces enfants-là soient comme des pupilles de la nation, qu'ils soient nourris, blanchis, éduqués, logés gratuitement, parce que ces enfants-là, l'État a une responsabilité aujourd'hui pour suivre ces enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc, c'est un ensemble de mesures que nous proposons pour protéger non seulement les enfants, mais ceux aussi qui sont sur le terrain. C'est vrai qu'en Conseil des ministres, on a effleuré le sujet de la prise en charge justement des familles aussi, mais jusque-là, visiblement, les choses ne bougent pas. Cette question de pupille de la nation a été, même depuis la transition, a été évoquée, mais malheureusement... Oui, c'est ce qui est dommage au Burkina, parce que souvent on vote les lois, on ne les applique pas. On fait de beaux discours qui restent dans les tiroirs, alors que les terroristes n'attendent pas. Et c'est ce qui est dommage. Je pense qu'il faut souvent interpeller les plus hautes autorités pour qu'ils mettent en application ce qu'ils disent. Parce qu'une parole donnée, la parole d'une autorité ne doit pas rester vaine. Et c'est ce qui est dommage au Burkina. On parle beaucoup, mais on agit peu. Alors, vous parlez aussi de réservistes
de volontaires qui voudraient se constituer justement en réservistes. Ah oui, c'est important parce que nous pensons que si nous avons des ressources humaines formées, des gens qui s'engagent volontairement, s'il y a des difficultés, ils peuvent venir et soutenir nos forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème d'homme véritablement dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Oui, je pense qu'on a un problème d'hommes, un problème de matériel. Vous avez constaté que l'état-major a lancé le recrutement de près de 5000 forces de défense et de sécurité, agents, membres de forces de défense et de sécurité. Donc, on a quelque part un problème, effectivement, peut-être d'effectif, mais je dirais plus un problème de matériel, un problème de motivation. Parce que quand vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie de travailler. Ce n'est même pas au niveau de l'armée. Un fonctionnaire qui n'est pas motivé ne peut pas travailler. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Ils ont le moral bas. Au moment où des gens déposent, ou des citoyens, de simples fonctionnaires, déposent, construisent des immeubles à Ouaga 2000, certains donnent leur poitrine pour défendre la nation. Et leurs enfants sont dans la misère, dans la pauvreté. Leurs époux, leurs épouses deviennent des veuves, des mendiantes souvent. C'est inadmissible pour un pays comme le Burkina, alors que nous pouvons trouver des solutions pour aider ces personnes-là. Il suffit d'être responsable. Effectivement, c'est vrai que de plus en plus au niveau donc, du gouvernement, on parle d'actions qui démoralisent les troupes. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'État aussi est responsable de cette démoralisation du moral des troupes sur le terrain? Je pense que l'État a une responsabilité. Le chef de l'État a prêté serment de protéger les Burkinabés, qu'ils soient civils ou militaires. Ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Nous vivons dans la peur, dans la psychose. Nos frères tombent pratiquement chaque jour sur le chemin de bataille. Qu'il respecte son serment, c'est ce que nous voulons simplement. D'accord. Alors, autre proposition que vous avez faite justement, c'est bien, et qui est fait d'ailleurs polémique ou qui suscite beaucoup de réactions, positives d'ailleurs, pour la plupart, c'est cette proposition de réaffectation de la subvention de 500 millions de francs CFA de l'État aux partis politiques pour soutenir effectivement les FDS. Oui, vous savez qu'il y a deux types de subventions. Il y a la subvention hors campagne électorale et la subvention pendant la campagne électorale. La subvention hors campagne électorale fait 500 millions. Et généralement, ce sont les partis politiques qui ont eu au moins 3% de suffrages lors des dernières élections législatives qui bénéficient de cette subvention. Donc nous avions demandé qu'on puisse reverser cette somme-là aux forces de défense et de sécurité parce que nous estimons que s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas parler d'élection. Et si nous le faisons aussi, c'est pour faire un clin d'œil au chef de l'État et aux membres du gouvernement, de renoncer à certains de leurs avantages pour venir en aide effectivement à ces forces de défense. C'est vrai que cette question de réduction de train de l'État du côté de l'exécutif est posée. Le nouveau Premier ministre Dabiré, quand il est arrivé, il a pris des engagements à l'Assemblée nationale, mais ça tarde à venir jusqu'à présent. Et même c'est même pire. Parce que ce que nous entendons, des détournements par-ci, par-là, je dis que quand un chef parle, il doit s'exécuter. Parce qu'un chef n'est rien si la parole donnée n'est pas exécutée. Donc nous attendons des réactions, une réaction forte de la part du gouvernement. Parce que cette guerre contre les terroristes, aujourd'hui, personne ne connaît la cause réelle du terrorisme. Il faut que le gouvernement, dans les jours à venir, nous dise quelle est la cause réelle de ce terrorisme-là. On a parfois parlé de l'ancien régime. Qu'est-ce que l'ancien régime a fait? Qui serait responsable de ces attaques? Ah, je suis désolé, mais qu'on arrête les responsables concernés. Je pense que nous sommes dans un pays de droit. Si on connaît les coupables, qu'on puisse les arrêter. Parce que les déclarations
je vais appeler ça, ce sont des déclarations mensongères, sans preuve, alors que nous sommes dans un pays de droit. C'est inadmissible. Si on connaît des coupables, qu'on les arrête demain et qu'on les foute en prison. Est-ce que justement ce n'est pas ces positions partisanes qui contribuent justement à permettre au terrorisme d'avancer, de gagner du terrain? Parce qu'effectivement, et là vous l'évoquez aussi dans votre sortie, on a l'impression que malgré la situation sécuritaire délétère, on n'a pas encore pris la pleine mesure de la nécessité de se retrouver pour faire front dans le cadre de cette lutte. Le discours partisan continue de plus belle comme si de rien n'était. C'est ce qui est déplorable. Parce que quand on accuse X sans preuve, ça pose problème. Ceux qui meurent, ce sont des parents, des membres de l'opposition, de la majorité des organisations de la société civile. Ces militaires-là ont des familles dans toutes ces composantes-là. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Si je suis responsable, mais qu'on m'arrête et qu'on me juge, parce que nous sommes dans un pays de droit. Raison pour laquelle certains aujourd'hui parlent de réconciliation nationale. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas véritablement une réconciliation, je pense que lutter contre le terrorisme est déjà un échec. Vous constatez, vous allez aujourd'hui dans certaines localités au Burkina, la réalité est qu'il y a des Mossis qui ne peuvent plus s'asseoir sur la même table que des Peuls. Et la réconciliation, ce n'est pas au niveau des hommes politiques seulement, mais c'est une réconciliation à la base aussi. Mais les hommes politiques sont responsables aussi de cette division à la base. Oui, parce que par votre discours. Sur les discours, par leur discours, je dirais pas mon votre discours. Je parle de l'ensemble des hommes politiques, opposition comme majorité. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que si on ne met pas un peu d'eau dans le vin, mais vous voyez, quand il s'agissait par exemple de parler des questions électorales, vous avez vu, on a organisé ce forum-là, on riait avec les dents blanches, les responsables, et puis ils ont arrêté un certain nombre de mesures. Mais quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, chacun... Mais c'est dommage. Je pense qu'il faut une réconciliation nationale, il faut que les gens s'asseyent, il faut qu'on essaie de savoir qui est responsable de qui, qu'on trouve les causes réelles du phénomène et trouver aussi la solution. Parce que le terrorisme se nourrit de la division. Le terrorisme se nourrit de la division, le terrorisme se nourrit de la pauvreté, le terrorisme se nourrit des fléaux qui minent aujourd'hui notre pays, d'un certain nombre de fléaux qui minent aujourd'hui notre pays. Parce que les terroristes ne viennent pas d'ailleurs, ce sont nos frères, c'est ceux qui sont à côté de nous. Ce sont des gens qui ont été peut-être humiliés à un certain moment, des gens qui ne sont pas compris. Donc il faut arriver à un certain moment que le chef de l'État aussi accepte d'échanger avec ces terroristes-là. Ils ne veulent pas entendre ce nom-là, ce mot-là, échanger. Mais il faut qu'ils essaient d'échanger avec ces... Parce que, monsieur, cher frère journaliste, si quelqu'un vous gifle chaque matin, mais la première réaction en tant qu'humain, c'est de demander à la personne, mais pourquoi est-ce que vous me giflez? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on attaque le Burkina? On dit que c'est l'ancienne majorité. Mais pourquoi l'ancienne majorité va détruire son propre pays? C'est inadmissible. Mais échanger avec ceux qui nous tuent, ceux qui nous bombardent chaque jour, parce qu'ils sont les responsables qui sont là, vous allez trouver les causes réelles du phénomène et chercher des solutions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, ce sont les conséquences qu'on essaie de gérer. Telle personne est décédée, telle personne est blessée, il faut la soigner. Mais c'est effectivement les solutions que vous proposez, c'est un peu cela, pour soigner les plaies, mais pas pour guérir le mal. Nous avons proposé... Pour s'attaquer au mal par la racine. Oui, nous avions demandé par exemple que le chef de l'État, à partir de maintenant, cherche à connaître les causes réelles du terrorisme au Burkina en échangeant avec les responsables des djihadistes, parce que c'est important. À partir de là, nous pourrions connaître effectivement qu'est-ce qui est reproché exactement au Burkina. Parce que cette guerre-là, qui nous a été imposée par qui que ce soit, elle nous dérange aujourd'hui.
Nous ne sommes plus dans la paix, nous sommes dans la peur. Et les mesures que nous proposons, ce sont des mesures immédiates. Parce que quand nous avons demandé, par exemple, de reverser les 500 millions, mais il y a la question aussi du renseignement. Sans moyens, il n'y a pas de renseignement. Mais pour résoudre le terrorisme, il faut avoir aussi les moyens pour entrer en contact avec un certain nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce que les gens oublient, il y a un lien étroit entre terrorisme et diplomatie. Et la diplomatie aussi a besoin et se nourrit de moyens. Donc j'appelle le chef de l'État, qui est peut-être actuellement hors du pays, pour lui dire que la lutte contre le terrorisme commence d'abord au Burkina. L'extérieur, oui, mais c'est au Burkina d'abord, parce que nous pensons que la solution peut être trouvée au niveau du pays. Vous parlez de moyens. Le chef de l'État, quand il sort, c'est pour aller chercher les moyens. Oui, le Premier ministre, les anciens premiers ministres sont sortis, ils sont allés chercher des moyens par rapport au PNDS, mais malheureusement, ils n'ont pas eu les moyens. Les moyens n'existent plus comme ça. Parce que ceux qui donnent les moyens ont aussi des problèmes. Vous ne pouvez pas concevoir un projet sans des ressources internes propres. Vous ne pouvez pas construire votre projet en voulant puiser dans la poche de l'autre. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que les moyens doivent être trouvés au niveau des ressources. Il faut créer des ressources au niveau du Burkina. Parce que les Syriens n'ont plus de moyens. Pourquoi le PNDS a échoué? Pourquoi le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté a échoué? Pourquoi la plupart des projets que nous mettons en place échouent? Parce que nous pensons à chaque fois sur l'extérieur pour fonctionner. Et peut-être que l'extérieur aussi, qui donne, est aussi en partie responsable de ces attaques. C'est possible? Ben, je ne sais pas. Posez-leur peut-être la question. S'ils sont responsables, qu'est-ce que nous faisons dehors alors? Donc revenons au pays, asseyons-nous et discutons, comme le disent certains. Peut-être que nous allons trouver la solution. D'accord. Sur cette question de 500 millions de subventions que vous souhaitez qu'on réaffecte justement à la prise en charge des FDS, ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, les partis politiques n'ont pas encore touché un copec par rapport à ces 500 millions? Puisque je disais qu'il y a deux types de financement. Il y a le financement hors campagne. Par exemple, pour l'année 2019, n'est pas encore disponible parce que les partis politiques n'ont pas été appelés. Nous n'avons pas encore reçu cette somme-là. Et nous voulons simplement que le chef de l'État récupère ce montant pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. L'ADF-RDA a droit à combien dans ces 500 millions? Autour de 19 millions 300 000. Oui. Et pour vous, ça ne vous dérange pas de réaffecter cela? Ah non. Est-ce que vous avez besoin justement, besoin justement de demander au chef de l'État de le faire, ou vous pouvez vous-même décider de réaffecter vos 19 millions? Oui, nous allons le faire. Mais s'il y a 500 millions, pourquoi ne pas affecter les 500 millions? Mais quand vous parlez comme ça, est-ce que vous avez pris le soin aussi de consulter les autres partis par rapport à la question? Parce que là, quelque part, c'est comme une colle. Vous obligez les autres à aller dans ce sens quand on sait que la question aussi, elle est sensible et ça mobilise les opinions, ça crée beaucoup d'émotions. Est-ce que là, vous n'obligez pas les autres d'une façon ou d'une autre à aller dans votre sens? Non, on n'oblige pas. Je pense que le président du parti, M. Gilbert Noël Ouedraogo, a pris les dispositions, il a écrit, il a adressé une lettre d'abord au chef de l'État et à l'ensemble des partis politiques pour leur demander effectivement de reverser et qu'on accepte qu'on reverse effectivement cette somme-là au profit des forces de défense et de sécurité. Donc il y a un travail qui est fait dans ce sens. Et vous avez vu même le chef de file de l'opposition qui a été interpellé sur la question et il a dit qu'il n'est pas contre la question, mais il pense que cette question-là mérite d'être étudiée. Parce que ça semble avoir surpris justement. Oui, mais les attaques nous surprennent. Donc il faut aussi prendre des mesures, de bonnes mesures qui surprennent, c'est normal. Et donc, quand on réaffecte ces 500 millions au parti, c'est vrai que déjà l'annonce de ces 500 millions a suscité beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, au sein de l'opinion, on n'est pas du tout favorable justement à cette subvention aux partis politiques. Est-ce que, justement, à partir de cette proposition, ce n'est pas là l'occasion d'arrêter définitivement avec cette subvention des partis politiques hors campagne? Parce qu'effectivement, quand on crée son parti, c'est qu'on a les moyens de le faire fonctionner. Non, je pense que
ce n'est pas propre au Burkina. Et la subvention hors campagne accordée aux partis politiques a une histoire. C'est pour d'abord former les militants Vous devez à pouvoir le faire sans l'expression compter du sur suffrage l'État. électoral. C'est pour organiser nos rencontres statutaires. C'est pour un certain nombre d'actions. Et c'est normal que le gouvernement vienne en aide aux partis politiques. Ce n'est pas propre au Burkina. Les organisations de la Ça société civile existe un aussi peu partout. font un travail d'utilité publique, mais ne bénéficient pas de subventions. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la même responsabilité par rapport à la conquête du pouvoir. Ils n'ont pas la même responsabilité que les partis politiques dans la conquête du pouvoir. Parce que quand nous formons nos militants, nous ne cherchons pas à savoir si c'est... Quand la DFRDA forme des militants, nous ne cherchons pas à savoir si ce sont des militants de la DFRDA, si ce sont des militants de l'UPC. Nous formons des gens, par exemple, pour qu'ils comprennent ce que c'est que le code électoral, qu'ils comprennent ce que c'est que la Constitution. Parce que la formation, elle est importante. Vous savez qu'un homme sans formation, comme le disait le père de la Révolution, c'est un criminel en puissance. Cette formation a quel impact aujourd'hui sur la pratique politique? On ne le voit pas. L'impact n'est pas mesurable parce que, bien au contraire, on a l'impression que plus on évolue, plus cette nouvelle génération d'acteurs politiques... Quand on forme un individu, il sait ce que c'est que la démocratie. Quand on forme un individu, il sait que prendre les armes pour aller à la conquête du pouvoir est interdit. Malgré tout, la démocratie ne se porte pas bien au Burkina. Je ne sais pas si elle ne se porte pas bien, mais ce que je sais, c'est que des élections régulières sont organisées, des élections plus ou moins dans la transparence. Donc, même si la démocratie ne se porte pas bien, l'exercice par lequel on acquiert le pouvoir est plus ou moins bien organisé avec la Commission électorale nationale indépendante. Si, par exemple, pour cette année, vous pensez que vous pouvez vous passer de ces 500 millions en tant que parti politique, ça veut dire que ce travail de formation politique, vous allez continuer à le faire par vos propres moyens. Ça veut dire que chaque année, vous pouvez le faire. Oui. Sans compter sur cette subvention. Nous sommes dans une situation particulière. Et aujourd'hui, en marge même de cette subvention, nous allons demander encore à nos militants de contribuer partout où ils sont pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Pour la formation des militants, pour les autres activités, il faut que les gens comprennent que sans sécurité, rien n'est possible. On peut former nos militants, c'est vrai. Certains partis peuvent former les militants. Mais convenez avec moi qu'il y a des partis qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir faire quelque chose. Convenez aussi avec moi que beaucoup de partis se créent juste à cause de cette subvention. Et ça, ce n'est pas normal. C'est l'argent du contribuable. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais quand vous prenez par exemple la subvention pendant la campagne électorale, c'est un montant de... Les élections passées, c'était 250 000 pour les législatives et 250 millions pour les législatives et 250 millions pour les présidentielles. Quand on divise ça au prorata du nombre de candidats, par exemple pour les présidentielles, on avait autour de 20 millions. Vous savez déjà combien coûte la caution, donc c'est pratiquement rien. Pour un parti politique responsable, 19 millions, ce n'est rien. Si aujourd'hui, on nous dit de laisser tomber cette subvention-là au profit de l'intérêt national, la DFRDA le fera. Et nous allons continuer d'éduquer nos militants par d'autres moyens. Faut-il supprimer la subvention de l'État aux partis politiques, oui ou non? C'est la question aujourd'hui. Dans un pays pauvre comme le Burkina, faut-il continuer à financer des partis politiques à hauteur de 500 millions hors campagne? C'est une question large qui nécessite que plusieurs partis politiques se mettent sur la table pour discuter. Mais vous êtes favorable à cette suppression? Je vous ai donné les raisons pour lesquelles la subvention existe. Donc pour moi, on ne peut pas supprimer cette subvention comme ça s'il n'y a pas d'autres mesures d'accompagnement pour former ces militants, pas forcément des militants, pour former le citoyen lambda. C'est important parce que si vous ne formez pas vos jeunes, si vous ne formez pas ceux qui sont à côté de vous,
demain, prendront des armes pour prendre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, cette formation que nous donnons aux uns et aux autres, c'est pour les dire simplement la nécessité de prendre le pouvoir par les urnes. Il y a eu l'insurrection. Oui, il y a eu l'insurrection. Il y a eu le coup d'État manqué. Oui. Ça veut dire que malgré vos formations, les velléités de prendre le pouvoir autrement. Non, je pense qu'il ne faut pas inscrire ça dans le même registre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez même les étudiants à l'université de Ouagadougou, 95% ne connaissent pas ce qui est dans la Constitution. Et qui fera cette formation? Puisque à l'université, il n'y a pas une école où on apprend la question électorale. Il n'y a pas une école où on apprend ce que c'est que la Constitution. Il n'y a pas une école où on apprend ce que c'est que le Code des collectivités territoriales. Il faut des structures comme les partis politiques, comme les organisations de la société civile, qui doivent aussi être accompagnées par l'État pour faire ces différentes formations. Vous parlez de formation, mais est-ce que vous le faites en vérité? Nous le faisons. Nous le faisons. Nous organisons des universités d'été. Nous formons nos jeunes, nous formons nos femmes. Et souvent même, nous formons des gens qui ne sont pas forcément de notre parti politique. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est d'avoir des citoyens qui comprennent. C'est d'avoir des citoyens qui sont préparés à gouverner. Parce que si vous ne formez pas vos citoyens, demain, quand ils auront le pouvoir, ça sera autre chose. Chose curieuse, on a vu lors du dialogue politique qui s'est tenu récemment que vous semblez demander à l'État de revoir par rapport à la question de la justification de la subvention. Et ça, c'est bizarre quand même. Non, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bizarre. Moi, j'étais par exemple commissaire à la CENI et je vous dis qu'on rencontrait les mêmes problèmes. Vous savez, la question, il y a d'abord la lourdeur administrative dans les décaissements. Deuxièmement, les pièces justificatives posent souvent problème. Donc, on demande au gouvernement d'abord d'être souple par rapport à un certain nombre de choses. Parce qu'au niveau des partis politiques, il y a des velléités de détournement. Non, ce n'est pas des velléités de détournement. Vous savez que nous sommes dans un pays où la plupart des prestations faites par de tierces personnes qui ne sont pas souvent membres des partis politiques, souvent ces personnes-là ont des difficultés pour vous donner des pièces justificatives. Si par exemple, je dois organiser un congrès, je demande à mon militant qui se retrouve dans telle ou telle localité de venir, c'est un exemple. Il se déplace, il arrive dans la salle, il n'a aucun ticket par exemple. C'est un exemple. Vous lui donnez par exemple 5 000 francs représentant son transport, mais vous justifiez ça comment? Puisque le monsieur est venu sans ticket. Il faut le sensibiliser. Non, ce n'est pas qu'il faut le sensibiliser. Il quitte par exemple dans le village le plus éloigné du Burkina, où il n'y a pas de car. Il est obligé de se faire remorquer peut-être sur une moto. Vous voulez qu'on ait les pièces justificatives souvent ou ça, c'est un exemple banal que je donne. Donc on a simplement demandé au gouvernement d'être souple pour nous faciliter la tâche par rapport à un certain nombre de choses. Parce que si je vais rentrer dans les détails, vous allez comprendre effectivement que les partis politiques, ce que les partis politiques ont demandé, ce n'est pas la mer à boire. Mais je comprends aussi votre préoccupation, parce que quand on donne l'argent de l'État à un parti politique, à une structure, elle doit l'utiliser en tenant compte d'un certain nombre de critères définis par les lois, par la loi du pays. La transparence est aussi à ce niveau. La transparence, demander, et puis respecter un certain nombre d'engagements. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous sur la question, mais je pense que ce que les partis politiques demandent, c'est juste... nous sommes en 2019 par exemple, c'est un exemple, nous sommes en 2019. Jusqu'actuellement, on tend vers la fin de l'année. Le financement hors campagne pour l'année 2019 n'est pas encore disponible pour les partis politiques.
on aura ça peut-être en décembre 2020. Et en décembre 2019. Et vous voulez que les partis politiques... Vous voyez comment c'est compliqué en un mois, comment vous pouvez avoir des pièces justificatives pour justifier 12 mois de fonctionnement. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Parce que normalement, le financement hors campagne 2019 devait être disponible en janvier 2019. Ça veut dire quoi? Qu'actuellement, vous préfinancez vos activités en attendant cette subvention? On préfinance nos activités, mais naturellement, nous allons nous retrouver dans des difficultés. Parce que si on nous remet cet argent-là en décembre, et à la fin, on nous dit de justifier de janvier jusqu'à décembre, vous voyez dans quelles circonstances difficiles les partis politiques. Donc, en fait, c'est ça. Ce sont ces réalités-là que nous voulons faire comprendre à l'État. C'est vrai que nous ne les exposons pas en longueur de journée, mais certains sont obligés de jongler pour simplement avoir le financement. C'est tout. D'accord. On va évoluer pour parler de la vie de votre parti, l'ADF RDA. L'éléphant, il a toujours un pied cassé, non? L'éléphant n'a jamais eu un pied cassé. Depuis l'insurrection? L'éléphant s'est incliné peut-être à un certain moment, mais l'éléphant a tous ses pieds et l'éléphant se porte bien. Ah bon? Bien sûr. Est-ce que... Avec 3 députés seulement en 2015? Vous savez que 2015 a été une année particulière pour la DFRDA. Notre leader, M. Gilbert Noël Ouédraogo, et certains députés, certains cadres du parti, ont traversé des moments difficiles que nous n'allons pas étaler ici. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes vivants. Et c'est l'essentiel. En 2000, les élections, vous avez vu que pendant les élections passées, avec cette loi qu'on appelait la loi Chérif, la plupart de nos militants, la plupart de nos responsables n'étaient pas candidats parce qu'on les a exclus. Donc, nous ne sommes pas étonnés d'avoir eu 3 députés. Vous n'avez pas été capable de générer d'autres leaders au sein du parti ou comment ça se fait? Les leaders ne se créent pas. Est-ce que vous ne travaillez pas aussi à ce changement générationnel au sein du parti? Non, je n'ai pas dit que ceux qu'on a recalés sont des vieux. Il y avait des jeunes dedans. Mais ce sont des leaders, c'est nos responsables provinciaux. C'est eux qu'on a écartés. Donc c'était quand même normal. Et en ce moment, il faut dire que la question électorale n'était pas une préoccupation de la DFRDA. Ce que nous avions souhaité en cette période-là, c'était la stabilité du pays. Raison pour laquelle, vous avez constaté, la DFRDA n'a pratiquement pas battu de campagne. Nous venons de loin. Nous avons traversé la rivière. Nous avions prié pour le peuple du Burkina. Le président du parti est sorti demander pardon. Parce que ce que nous avons vécu est inexplicable. Mais grâce à Dieu, nous sommes en vie. En vie, avec quand même quelques difficultés à l'interne, non? Non, je ne vois pas de difficultés actuellement. Il y a eu des départs. C'est naturel. Maître Bouba Yagibou, ancien député, mais aussi l'ancien ministre Zakaria Tiamtoro. Oui, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire d'un parti politique. Les hommes viennent et ils repartent. Ce sont des frères. Nous avons travaillé à un certain moment donné. Ils sont partis. Nous respectons leur choix. On a des militants aussi qui sont venus et nous leur souhaitons simplement la bienvenue. Et je pense que la DFRDA renaîtra de ses cendres. Et vous verrez, notre objectif aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir d'État. Et nous sommes convaincus que sur cette terre du Burkina, tout est encore possible. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ADF RDA a encore un électorat sûr, fidèle? Je fais partie de cet électorat. Ça fait près de 19 ans que je suis à la DFRDA. Je n'ai pas démissionné malgré les difficultés.
Et il y a beaucoup de Ouédraogo Séidou dans les 45 provinces du Burkina qui croient à la DFRDA. Parce que la DFRDA, c'est le parti de l'indépendance. La DFRDA, c'est le parti qui aujourd'hui, au niveau national, vous rentrez dans les fins fonds du village, vous allez trouver des vieux qui sont fidèles à la DFRDA. Donc, nous n'avons pas peur. Nous savons que nos militants sont là. Il y a eu arrivé, à un certain moment, effectivement, de notre histoire, on a eu des difficultés. Certains ont reculé, mais je pense aujourd'hui que le parti se porte bien. Et vous verrez les résultats des élections à venir. Des militants convaincus, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que Dieu sait que les finances, ça compte aussi pour beaucoup en matière électorale. Mais vous voyez, vous parlez de finances. Effectivement, nous sommes dans les difficultés. Mais malgré ces difficultés-là, le peu que nous avons, nous donnons ça aux forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous voyez la grandeur de la DFRDA? C'est pour vous dire aujourd'hui que les moyens ne font pas tout. Si on a la volonté, si le peuple croit en vous, tout est possible. Parce que pour nous, l'argent ne fait pas tout. Les Burkinabés, le peuple burkinabé aujourd'hui est un peuple mûr. On n'a plus besoin d'argent pour convaincre X ou Y. Ils feront le choix en tenant compte du passé, en tenant compte des 3 ans de règne du président Roch-Marc Christian Kaboré et en tenant compte des différents acteurs en présence. Soyez-en sûrs, la DFRDA aura son mot à dire pendant ces élections. C'est encore un parti qui compte sur l'échiquier politique national? Mais vous avez dit que nous avons 30 députés. Si nous avons 30 députés, c'est que nous existons. Non seulement... Est-ce que c'est encore un poids lourd? L'éléphant aujourd'hui, est-ce que c'est un poids lourd? L'éléphant a été toujours lourd. Parce que l'éléphant pèse... Suffisamment maigri. Ah non, je ne crois pas. Je disais que on s'est incliné, c'est vrai, nous reconnaissons. Mais nous sommes debout. Et nous sommes sûrs que ça ira. Parce qu'un homme qui est convaincu, un homme qui a confiance en lui, va toujours de l'avant. Parce qu'il fut un moment où vous avez été quand même chef de file de l'opposition politique au regard des textes, oui. Mais là, c'est le passé. Oui, c'est le passé. Et nous savons que le passé permet d'expliquer le présent et de prévoir le futur. Raison pour laquelle nous sommes optimistes. Parce que nous avons vécu, nous avions vu. Aujourd'hui, nous pouvons orienter les uns et les autres parce que vous voyez, quelqu'un qui est sage ne peut pas agir comme un enfant. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sages. Parce qu'on a compris. Waïgouya, on dit, c'est le fief de la DFRDA. Est-ce que vous pensez qu'avec l'absence de Salifou Diallo, vous vous repositionnez même avec la présence dans ce vivier électoral? Même avec la présence de Salifou Diallo, nous étions présents à Waïgouya, au Yatenga. On a toujours eu un député là-bas, donc ce n'est pas la présence ou l'absence de Salifou Diallo qui fera quelque chose. Paix à son âme, qu'il repose en paix, mais sachez que la DFRDA, aujourd'hui nous ne comptons pas seulement sur Waïgouya, mais nous comptons sur tout le Burkina. Waïgouya est une partie du Burkina. C'est un potentiel électoral assez intéressant. Ah oui, parce que notre président d'honneur à vie, Gérard Kango Ouédraogo, qui est ressortissant de la province, a eu toujours une bonne image. Il a gardé une bonne image dans la conscience des uns et des autres. Donc, beaucoup sont prêts à nous soutenir, effectivement. Il y a aussi le président du parti, M. Gilbert Noël Ouédraogo, qui fait un travail remarquable. C'est ce qui fait aujourd'hui c'est ce qui fait que, bon, certains pensent que la province est acquise à la DFRDA, mais tant mieux. Qu'est-ce que nous pouvons souhaiter de plus et de mieux que cela? Il y a aussi l'ES FADA, ce qui pourrait vous échapper, non? Le Kumpiendieli n'est plus là. Oui, vraiment, paix à l'âme de Sa Majesté. Nous étions là-bas pour nous incliner sur sa dépouille. Mais sachez que un vieux ne meurt jamais. Une bibliothèque ne brûle jamais. Il y a toujours des cendres qui renaissent
Et à l'Est, on aura des gens toujours pour porter le flambeau. Vous avez parlé du renouvellement de la structure dirigeante. Oui, je pense aussi que c'est le moment d'avoir confiance à la jeunesse, les positionner partout. Et nous espérons que ce que les années ont fait, les jeunes feront plus. Alors, 2020, vous l'avez dit, cette fois-ci, l'ADF aura son candidat à la présidentielle et ça sera Gilbert Noël Ouedraogo. Ça a été déjà dit à Bobo. Gilbert Noël Ouedraogo a été investi comme le candidat de l'ADF RDA. Nous attendons simplement 2020 pour occuper notre position. Parce que pendant longtemps, l'ADF a toujours renoncé à briguer la magistrature suprême. Oui, c'est une réalité. Après, vous savez qu'au niveau de l'ADF RDA, toute décision que nous prenons, nous la prenons en tenant compte d'un certain nombre de critères. Est-ce que ce n'est pas faute de perspective avec le MPP, le pouvoir en place, sinon vous l'aurez soutenu, le président Kaboré? Pourquoi soutenir nous sommes à l'opposition. Aujourd'hui, nous Vous avez l'habitude de soutenir le pouvoir en place? Je pense que nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous avions soutenu le président Blaise Compaoré à un certain moment de notre histoire, nous le reconnaissons. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'opposition et nous voulons conquérir le pouvoir de l'État. Nous voulons que demain, Gilbert Noël Ouedraogo soit à Kosiam et nous sommes en train de nous battre pour cela. Il est suffisamment sage aujourd'hui pour... Il a été toujours sage. Gilbert a été toujours sage. Avec les décisions liées à l'insurrection... Mais Gilbert n'a jamais pris une décision seul. C'est une décision collégiale. C'est le secrétariat exécutif national, c'est le bureau politique national qui a engagé le parti. Ce n'est pas la personne de M. Gilbert Noël Ouedraogo. Et sachez quelque chose à la DFRDA. Nous sommes en train de nous préparer pour être à Kosiam. Et on va se battre parce qu'on a espoir. Et on sait que tout est possible dans ce pays-là. D'un moment à un autre, chaque jour que Dieu fait, nous sommes conscients, nous sommes en train de travailler et nous pensons que tout est possible. La DFRDA avait 17 députés. On se retrouve aujourd'hui avec 3 députés. On a été à plusieurs reprises au pouvoir, chassés. Nous sommes revenus au pouvoir à plusieurs reprises. Et nous pensons que tôt ou tard, ce pouvoir-là, nous l'aurons. Mais nous l'aurons dans la transparence, nous l'aurons à travers des élections libres et transparentes. Vous rêvez un peu, non? Face au MPP, au CDP, à l'UPC? Vous savez que rien ne peut se faire sans le rêve. Le rêve, c'est le début de la réalité. Celui qui ne rêve pas est un homme mort. Alors, justement, pour que 2020, il y ait des élections et que tout se passe bien, c'est vrai, il y a la question sécuritaire, mais il y a aussi des préalables. D'ailleurs, discuté lors du dialogue politique, c'est la question du code électoral. Vous avez été commissaire à la CENI, vous savez un peu comment les choses se passent à ce niveau. La CENI traverse, même s'il y a de l'accalmie, une crise. Donc là, ça craint aussi, si l'appareil en charge de l'organisation des élections, s'il y a crise à ce niveau, il faut aussi craindre pour la crédibilité du processus. Oui, je pense qu'il y avait crise, je reconnais, mais je pense que la crise est passée. Et j'ai un conseil à donner à mes frères de la CENI. Ils doivent respecter simplement leur serment. Et que dit le serment? Le serment dit que je jure d'exercer mes fonctions en toute intégrité et objectivité, en m'abstenant de tout comportement susceptible de porter atteinte à la totale transparence dans l'organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires conformément aux dispositions contenues dans la loi. Donc, ils doivent travailler en tenant compte simplement, en respectant simplement les dispositions contenues dans le code électoral. Parce que le code électoral dit qu'ils doivent travailler dans la transparence. Ils doivent oublier leur parti politique. Ils doivent se mettre au-dessus des partis politiques. Ils doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Et je pense qu'ils l'ont compris. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'activer pour organiser ces élections
qui représente quand même un enjeu majeur pour le Burkina Faso. Est-ce que faut-il craindre pour la transparence justement des élections de 2020 parce que beaucoup craignent aussi des velléités de fraude? Non, la fraude a toujours... pas au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation, je pense que nos commissaires que nous avons sont des personnes avisées. Ils sont en train de se former. Et je souhaite aussi que le Dieu de la réussite, le Dieu des élections les accompagne, parce que c'est une tâche assez compliquée. Maintenant, la fraude... C'est possible de frauder avec la complicité de la CENI, non? Non, ce n'est pas possible. Avec la complicité, moi, j'ai été à la CENI pendant 10 ans. Aucun commissaire n'a fraudé là-bas. Aucun membre de démembrement n'a tenté. Ceux qui ont tenté se sont retrouvés en justice. Maintenant, naturellement, ceux qui sont en compétition, notamment les partis politiques et les regroupements d'indépendants, peuvent tenter de frauder. Mais là aussi, la loi électorale est là pour les sanctionner. Mais la fraude ne peut pas disparaître. La question de la collecte des résultats de la compilation, c'est aussi la technologie qui va avec. Est-ce que le problème n'est pas surtout à ce niveau? Non, vous savez que la loi est claire par rapport à ça. La loi dit que les partis et formations politiques, les candidats, doivent avoir un représentant dans les bureaux de vote. Au niveau des centres de compilation, centres décentralisés de compilation, on permet aux partis politiques d'avoir un représentant. Et dans les débats qui viennent de se passer, les partis aux formations politiques ont demandé à la CENI qu'elle puisse mettre à leur disposition les PV issus des centres de compilation. Mais ce qu'ils ont oublié de demander, par exemple, ce sont les PV aussi issus de la compilation du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Et c'est ce que je propose aussi, pour éviter vraiment les fraudes. Mais, sinon, la transmission des résultats se fait simplement par satellite. Donc, dans la transmission des résultats, on ne peut pas frauder. C'est pas possible. Dans la transmission, parce que on transmet ce qui est issu des centres de compilation. Alors que dans les centres de compilation, on permet aux partis politiques et aux candidats d'avoir leurs représentants. Donc, si les représentants sont formés, raison pour laquelle la subvention elle est importante, si les candidats sont bien formés, on ne peut pas, non seulement, on ne peut pas avoir la fraude dans le bureau de vote, on ne peut pas avoir la fraude dans les centres de compilation, et c'est les résultats issus des centres de compilation et du bureau de vote qui sont simplement transmis à la CENI. Donc, tout est transparent sur l'ensemble de la chaîne. On peut avoir un problème dans le bureau de vote. Des candidats même peuvent tenter de frauder. C'est possible, mais je dis que la loi est là pour ça. Parce qu'on n'a que 15 commissaires pour 45 provinces. Et puis pour l'extérieur, le vote des Burkinabés de l'étranger. Donc, la fraude, on ne peut pas dire qu'on peut organiser une élection à 100% sans fraude. Mais sachez qu'au niveau de la CENI, je suis sûr que les personnalités que nous avons aujourd'hui à la CENI peuvent nous organiser des élections transparentes. D'accord. On peut donc croire à la crédibilité de la CENI pour organiser les élections. Oui. Foi d'un ancien commissaire en tout cas. Merci. On est en fin d'émission. Merci. Vous allez me dire ce que vous pensez des Zéphirin Diabré. C'est une personnalité politique avisée que je respecte. Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Une autorité politique qui, depuis un certain moment, essaie de rentrer en contact avec la population. Je lui souhaite bonne chance. Et pour terminer, Rochma Christian Kaboré. C'est le père de la République. C'est une personnalité que j'ai connue à l'Assemblée nationale quand j'étais assistant parlementaire. Et c'est quelqu'un qui est modéré dans ce qu'il dit. Mais nous souhaitons simplement que par rapport à la question du terrorisme, qu'il trouve des solutions. Parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés vivent dans la peur, les Burkinabés vivent dans la psychose. D'accord. Merci encore une fois d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous.
Et bonne chance aussi à votre télévision parce que c'est une télé qui est pratiquement regardée dans les 4 coins du pays. Moi, par exemple, à partir de 19h30, si je ne suis pas à la maison, je suis malade parce que votre journal, et même quand je ne suis pas à la maison, on m'appelle pour me dire « Ah, le journal a commencé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé ». Et je pense que ce sont des professionnels qui travaillent ici. Il faut qu'on vous encourage. Et je souhaite aussi que le Dieu des médias puisse vous accompagner, qu'on puisse aussi mettre les moyens à votre disposition parce que vous abattez un travail formidable, un travail remarquable. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, je pense que ça sera dommage. Et je souhaite aussi que les partis politiques viennent aussi vous encourager comme ils peuvent, parce que c'est important que le chef de l'État, le président du Conseil supérieur de la communication, qu'il ait un regard particulier sur les médias, sur certaines personnes qui abattent un travail efficace dans la transparence. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Merci pour tous ces mots. Mesdames, Messieurs, nous recevions dans ce numéro de Surface de Vérité Seydou Ouedraogo. Il est membre du secrétariat exécutif permanent de l'ADF RDA, chargé des questions électorales. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.